choses les plus importantes. Alors, je ne vais pas me faire des amis dans la fonction, pédagogique. Non, ce n'est pas l'objectif. Hein. Je ne veux pas me faire des ennemis. Je veux simplement, c'est juste un constat, et ça n'engage que moi, évidemment, à l'instant où je vous le dis, c'est que il me semble, et on vient d'un système scolaire, et il a au moins le mérite d'exister, mais il me semble que les choses les plus importantes ne sont pas enseigner à l'école. Et c'est peut-être un service d'ailleurs que le système nous rend, peut-être parce que ces choses sont tellement importantes, il faut peut-être les apprendre un peu plus tard, avec un peu plus de maturité, avec peut-être le recul suffisant qu'il faut dans un apprentissage pour pas être béni oui là aussi, mais avoir un peu d'esprit critique, mais pas trop non plus. Je vais te prendre quelques exemples. Déjà, mon métier, la gestion de l'argent, on ne l'apprend pas à l'école. Et pourtant, on s'étonnait, j'étais tombé sur un article il y a quelques jours qui disait qu'on s'étonnait de voir que les médecins généralistes, dans leurs longues études, je crois que c'est 7 ans d'études après le bac, avaient que quelques heures qui étaient consacrées à la diététique, à l'alimentation, quelques heures sur un cursus, alors que ça semble être la base, parce que ce que tu manges va faire que tu es en bonne forme ou pas. On s'étonnait de ça, alors qu'on ne s'étonne pas, par exemple, que des gens qui sont en école de commerce, il y a absolument, et moi je viens d'école de commerce, alors ça a peut-être changé depuis, parce que c'est il y a quelques temps, mais il n'y a pas une seule heure consacrée à la gestion de l'argent. Pas une. Et donc, on s'étonne de ça, de se dire que les médecins, ils sont insuffisamment formés. Par contre, de manière générale, tous ceux qui font du business, ils n'ont jamais pris un seul cours sur la gestion de l'argent. Et donc, c'est un peu ce que j'essaie de faire au travers de mon métier, mais de manière plus générale, je te disais, tout ce qui est le plus important qui n'est pas enseigné à l'école, le fait de gérer son argent, c'est pas enseigné à l'école. Le fait de réussir sa vie de couple, c'est pas enseigné à l'école, ça me semble fondamental. Le fait de savoir s'alimenter, c'est pas enseigné à l'école. Enfin, à moins de faire des études particulières, mais je sais pas toi, mais moi j'ai pas eu de cours là-dessus. Alors peut-être ça évolue depuis, tant mieux. Le fait d'être heureux, le fait d'être un parent vis-à-vis de ses enfants qui soit épanoui, épanouissant, un modèle, tout ça c'est pas enseigné à l'école. Et pourtant, je pense que de tout ce qu'on vit, c'est peut-être ce qui est le plus important finalement. C'est ce qui fait sert en tout cas le plus. Ouais, je crois que si on réussit ces aspects-là de notre vie, on réussit notre vie. Et je ne parle pas de réussite qui se chiffre financièrement, juste d'épanouissement, de qualité des émotions. Tu sais, c'est Robbins qui dit que la qualité d'une vie ne se mesure pas forcément à de l'argent, mais à la qualité des émotions, la quantité et la qualité des émotions qu'on y passe à l'intérieur. Et c'est pour ça que je trouve que ton blog, là encore une fois, et toute cette génération-là dont tu fais partie, qui essaie de faire avancer les choses dans notre beau vieux pays, elle est là pour justement faire prendre conscience aux gens qu'ils ont vraiment besoin plus que jamais de se former, de s'ouvrir, de se cultiver, davantage parce que ce qu'ils ont après l'école n'est pas suffisant. C'est un bon début, c'est une base, un peu pour faire un gâteau. Alors je suis très mauvais en cuisine, mais il faut une bonne, ou des fondations, on va dire plutôt dans l'immobilier, de bonnes bases, de bonnes fondations pour après monter un bel édifice. Ce que tu fais là, c'est de la formation, de l'enseignement complémentaire, et c'est souvent là qu'on va trouver les choses les plus importantes dans la vie. En fait, on était dans une... Alors le contexte, c'était un séminaire en fin d'année, c'était novembre 2011. J'assiste à une conférence dans laquelle un speaker était là pour nous expliquer que quand on rencontrait des opportunités, quand on était en phase où on essayait d'avancer, etc., et qu'il fallait avoir un état d'esprit qui était le plus ouvert possible. Et plutôt que de nous faire un long discours, il nous a fait une expérience, et j'espère que cette expérience, elle profitera à tes auditeurs et qu'elle leur permettra aussi de garder l'esprit ouvert le plus possible pour te suivre dans tes propositions, tes recommandations. Et l'expérience qu'on a appelée Elmo, parce qu'en fait il a pris, alors du coup j'ai retrouvé le petit personnage qui paraît-il en Angleterre s'appelle Elmo. Ça t'a vraiment marqué parce que t'as acheté la peluche. Oui, oui, parce que je l'ai refait à la maison, comme tu le sais. Je l'ai refait sur ma femme, mes filles qui sont, comme on l'avait dit tout à l'heure, mes cobayes. Et donc en fait, le speaker anglais nous avait dit voilà, l'expérience est la suivante. On va donc, alors on était environ 200-300 personnes dans cette salle. On va donc mettre des gens tout autour des personnes qui étaient là pour faire l'encadrement, des coachs seniors qui étaient là qui étaient en t-shirt, qui vont se placer tout autour de la salle, près des portes. Et ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer. Alors, c'était en anglais, c'était pas traduit, c'est la version originale. Et donc, il nous disait, je vais vous faire un good Elmo. Elmo étant le nom de ce personnage. Je vais vous faire un good Elmo et un bad Elmo. Et en fait, l'idée, c'est que je vais vous demander de trouver la différence, ce qui fait que c'est un good Elmo, ce qui fait que c'est un bad Elmo.
Lorsque vous avez trouvé ou vous pensez avoir trouvé, à ce moment-là, je vous invite à vous lever, à sortir de votre rang, de votre chaise, et d'aller au bout des rangées, voir les gens qui se trouvent tout autour de la salle, avec les coachs, avec leur t-shirt. Et à ce moment-là, vous leur dites à l'oreille ce que vous pensez, si vous avez trouvé la solution, la différence entre le bon et le mauvais Elmo. Si ces personnes-là, si vous avez trouvé, la personne va vous applaudir. Et donc, ça voudra dire que vous avez donc trouvé la solution. Vous restez sur le côté de la salle, donc contre les murs, plaqué contre les parois. Et puis, si c'est pas le cas, vous revenez à votre place. Et puis, je vais continuer à vous montrer des bons et des good et des bad Elmo, comme il disait. Et ainsi de suite, jusqu'à que tout le monde finisse par trouver. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'expérience s'est passée comme ça. C'est que, donc, sur les 200 ou 300 personnes qui ont participé, alors il nous a montré, je vais vous le faire comme il nous le faisait à l'époque. Voilà. Donc, je vais vous montrer un good Elmo, ok? Donc, ça, c'est un good Elmo. Et maintenant, je vais vous montrer un bad Elmo. Ça, c'est un bad Elmo. Et donc, forcément, quand il commence comme ça, il y a quelques personnes qui se lèvent et qui se disent « Ah, j'ai compris, le good Elmo, c'est quand il est devant, et le bad Elmo, c'est quand il est derrière. » Donc, je vois quelques personnes. Moi, je me suis pas levé, je me suis dit « Ça me semble trop facile, on va laisser d'autres good Elmo voir un peu les différences. » Et puis, effectivement, j'ai vu quelques personnes se lever, aller voir les coachs. Et puis j'en ai vu que je les ai tous vus en fait revenir, donc a priori le recto verso fonctionnait pas, mais on devait s'en douter. Et puis j'ai vu les personnes un peu déçues. Et puis bon, au début on a tous rigolé parce que évidemment avec la dynamique du groupe on se disait ce jeu est assez amusant. Et puis au fur et à mesure que le jeu avançait, que la personne disait voilà je vais vous montrer un good Elmo, ok? Allez je vous montre un good Elmo. Et maintenant je vous montre un bad Elmo. Et puis, en fait, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, les personnes... Alors, moi, j'ai eu la chance de comprendre très vite le truc. Au bout de 3-4 passages, je faisais partie de ceux qui avaient trouvé. Donc, j'étais plus dans le jeu, j'étais spectateur du jeu. Et donc, j'étais contre la paroi, en train de regarder ceux qui restaient dans la salle et qui commençaient à sentir la pression monter parce qu'ils voyaient la salle se vider. Et puis, ils voyaient eux rester... En situation d'échec, un petit peu, de ne pas trouver. Coincés, bloqués, se dire, bon, ça, les autres voient, je ne vois pas. Les autres trouvent, je ne trouve pas. Et puis ce qui est marrant, donc là, tu deviens spectateur de l'expérience et tu vois comment les gens, finalement, l'exercice se déroulant, parce que ça a duré 10-15 minutes de plus, où ils continuent à montrer des good Elmo, des bad Elmo, et tu voyais les personnes qui se levaient, là j'ai trouvé, et puis qui se rasseyaient, tu voyais des personnes qui se levaient pas du tout, et qui commençaient à avoir une figure qui se décomposait. On passait de l'euphorie générale de la salle au début à une situation un peu plus tendue, on sentait qu'il y avait du silence, on sentait qu'il y avait un peu de stress qui commençait, on commençait à voir les gens qui étaient pas très bien, et là, finalement, quand tu es spectateur, il se passe plusieurs choses. La première, c'est que tu te dis, bon sang, tu vois les gens réagir face, alors on va dire échec, moi j'aime bien le mot insuccès plutôt qu'échec. Insuccès, oui, plutôt, effectivement. C'est le fait de se dire, voilà, quelque chose ne se passe pas comme je veux et je me retrouve finalement mis en marge et on voit comment les gens réagissent. Certains vont le prendre encore à la rigolade, d'autres vont très rapidement se fermer et on se rend compte que ceux qui se ferment restent dans une logique où ils ne se lèvent plus. Parce qu'ils se disent, bon, je vais encore avoir l'air ridicule, enfin, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, mais ils sont dans une situation où on sent qu'il y a une chape de plomb qui est en train de se refermer sur eux, et ils sont de moins en moins en train d'être aptes à trouver la solution, premièrement. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est que quand tu connais la solution, quand tu fais partie des spectateurs et que tu as compris la différence, en fait, la différence, elle est toute simple, c'est que, je vais te le refaire maintenant, si vous n'aviez pas trouvé déjà. On peut peut-être faire une simulation, justement, parce que moi, je ne l'ai pas trouvé de suite, sincèrement. Donc, je vais te faire un good Elmo, ok? Donc ça, c'est un good Elmo. Et maintenant, je vais te faire un bad Elmo. Et donc, en fait, la différence, c'est que, pour ceux qui l'ont trouvé, je suis sûr que dans la salle ou devant leur écran, il y en a plein, j'espère, qui ont trouvé. Pour ceux qui n'ont pas trouvé... c'est pas grave. C'est pas grave, on peut survivre à ça. C'est qu'en fait, quand je dis, je vais vous faire un good Elmo, je dis OK. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le speaker disait OK, et puis le public répondait OK. Et en fait, après, quand il disait, je vais vous faire un bad Elmo, il disait, je vais vous faire un bad Elmo. Il ne sollicitait pas la salle, il ne disait pas OK, il n'avait pas un retour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, il fait venir des gens sur scène. Et il en reste une vingtaine, une trentaine qui sont sur scène et qui évidemment sont encore moins à l'aise qu'au début, parce que plus ça avance, c'est plus sur les 200 ou 300 personnes, tout le monde est dans la salle et il reste 20-30 personnes, 10% de la salle qui sont sur scène et qui sont pas bien du tout, parce qu'ils ont les trois quarts le sentiment qui se dévalorisent, qu'ils ont moins de qualité que ceux qui ont trouvé, etc. Bref. Et puis ce qui est intéressant, c'est que
il demande à une personne de lui décrire, parce qu'il voyait les personnes ne trouvaient toujours pas. Et quand toi, tu sais, parce que tu as trouvé, tu es au milieu des autres, et que tu sais que la différence, tu te dis, mais bon sang, mais c'est évident. Là, je vous l'ai fait 2 fois, mais quand tu le fais 20, 30 fois, au bout d'un moment, tu finis par le trouver. Et tu te dis, mais comment se fait-il que les gens ne le voient toujours pas? Et tu te dis, mais bon sang, mais c'est comme le nez au milieu de la figure. Quand on le sait, évidemment, toujours. Quand on le sait, ça paraît une évidence. Et donc, ce qui est marrant, c'est que tu te rends compte à quel point tu te dis, mais il est câblé différemment que moi, celui qui est sur scène, ou quoi, pour ne pas voir ce qui est évident. Et à un moment donné, je me rappelle, il prend une personne qui avait vraiment le masque, qui n'était pas très à l'aise, et c'est peut-être, il l'a pris volontairement pour essayer de l'aider à passer ce cap-là, et il lui a dit, voilà, je vais te demander de me décrire ce que je fais. Je vais faire un good elbow, ok? Et évidemment, la salle qui savait répondre, ok. Je dis, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis la personne, en fait, il lui tend le micro, et la personne, elle dit, rien. Et puis il dit, bon, et maintenant je vais faire un bas d'elmo. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'ailleurs, au bout d'un moment, il n'avait plus le Elmo, pour le fun. Et pour brouiller encore plus le message, peut-être il n'avait plus le Elmo. Il l'avait posé, je me rappelle, et il dit à la personne, qu'est-ce qui s'est passé? Et la personne lui dit, ben, toujours rien. Alors qu'en fait, il s'est passé des choses. Oui, mais la salle a réagi. La salle a réagi, etc. Mais elle ne l'a pas vu. Parce que, et ce qui est intéressant dans cette expérience, et ce qui peut aider tes clients, tes lecteurs, les personnes qui vont tomber sur ta page et essayer d'avancer, faire un bout de chemin ensemble, j'espère le plus loin avec toi. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, cette personne-là, une fois que tout le monde a fini par trouver, mais ça a mis un temps fou, en fait, ça a vraiment duré 30-40 minutes, l'exercice. Donc il y a vraiment une pression particulière et une intensité qui est très intéressante. C'est que le speaker nous explique, une fois que tout le monde a rejoint la salle et que les esprits se sont apaisés, qu'en fait, le cerveau, quand il rencontre une opportunité, il passe par 3 phases. Et qui sont propres, a priori qui sont humaines, et on les a tous plus ou moins prononcées, et qui sont les suivantes. Et si je dis ça, c'est parce que peut-être que les gens tes lecteurs, les gens qui te suivent, peuvent passer naturellement par ces phases-là. Si c'est le cas, mais qu'ils en soient conscients, ça permettra déjà de garder un esprit bien ouvert, et ça leur permettra peut-être d'avancer, de prendre des décisions vis-à-vis de toi par rapport à tes solutions, et de pouvoir derrière être à l'aise avec ça, parce qu'ils seront conscients des choses, ils seront en conscience. Les 3 facteurs sont les suivants. La première, c'est que l'esprit va effacer. Hein, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, la personne disait qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la personne, elle n'a rien vu. C'est-à-dire que pourtant la scène s'est passée, mais l'esprit a effacé. Autrement dit, le cerveau à un moment donné n'a pas imprimé ou n'a pas su capter ce qui s'est passé. Et donc, quand on va rencontrer une opportunité, ben, il va y avoir un premier filtre qui va faire que le cerveau va effacer l'information. Et donc, pour 2 personnes qui vont voir une même opportunité, il y en a un qui va la voir et l'autre qui ne va pas la voir. Alors que pour autant, les 2 l'ont vu. Les yeux ont capté l'information, ou les oreilles peut-être ont capté l'information, mais le cerveau a effacé l'information. Et donc, c'était le premier, il disait « erase » avec mon accent toulousain, effacer. Le deuxième, c'est la distorsion. C'est le fait, en fait, un peu comme la distorsion musicale ou sonore, où on va déformer un signal. Ben, c'est un peu la même idée, c'est que le cerveau va peut-être déformer une information. Et lui nous écrivait sur le tableau de distorsion, nous disant que ça c'est le 2e niveau de filtre, c'est que si ton cerveau ne l'efface pas, il va peut-être déformer, et donc te donner là aussi une information qui n'est pas la même information que ce qui est rentré. Et donc, ben, peut-être va faire que tu vas prendre des décisions en connaissance de cause qui ne seront pas les bonnes. Et puis le 3e filtre, si pour autant il a malgré tout réussi ton cerveau à laisser passer l'information au travers de ces 2 premiers filtres, le 3e, c'est le fait de généraliser. C'est que le cerveau va aller puiser dans son expérience passée, etc., sur ton vécu pour dire, ben voilà, s'il se passe ça, ça veut dire ça, ça égale ça. Et donc, il va généraliser des expériences, il va tirer des conclusions, il va mettre des étiquettes, et donc il va associer telle expérience à tel stimuli, etc. Et donc, il va te faire là aussi prendre en considération des choses qui ne sont pas. Mais c'est juste une question d'interprétation. Le message est le même pour tout le monde, mais en raison de ces 3 filtres successifs ou cumulatifs, peut-être que tu en as plusieurs qui s'activent en même temps, bon courage, ben, forcément tu as une personne qui va voir une opportunité quand dans le même instant, la même personne va voir tout sauf une opportunité, et même quelque chose qui est même peut-être une arnaque, ou tu vois, l'opposé de l'opportunité. Et je trouvais cet exercice intéressant parce que je pense que dans le rapport qu'on a nous tous avec la nouveauté, avec l'innovation, avec le fait de faire les choses mieux, différemment, ou les rencontres qu'on va faire, ou ton opportunité de faire du commercial équitable, ben, tu as des gens qui vont associer ces 2 mots et se dire, ben, là aussi, commercial, c'est dans un certain sens, et équitable, c'est son opposé.
Un commercial équitable, c'est aux antipodes. C'est un commercial, il peut pas être équitable parce qu'un commercial, il va bâtir son succès en exploitant l'autre. Et là aussi, je crois que c'est notre cerveau qui est en train de faire un raccourci au travers de ces trois filtres-là par rapport à l'expérience, tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Et c'est par rendre service. Et la personne qui a ce réflexe-là, je pense qu'il faut qu'elle soit consciente qu'elle se laisse manipuler et qu'elle est peut-être pas dans la bonne direction. Elle se limite. Ouais, effectivement.